Le président de la République réitère dans une interview avec la presse nationale son parti pris en faveur des couches les plus vulnérables et son souci de mettre en œuvre un modèle de développement à caractère social. Nouakchott abrite une réunion consultative sur la décentralisation et son rôle dans le renforcement de la démocratie et la réalisation du développement local. Lancement officiel des activités de l'Agence mauritanienne de la sécurité sanitaire. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par un flashback sur l'interview accordée lundi dernier par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à 5 organes de presse dans laquelle il a abordé la situation économique du pays à sa prise du pouvoir, la crise Covid-19 qui est intervenue par la suite et la guerre russo-ukrainienne ainsi que leurs conséquences sur la hausse des prix des matières de base et sur la rupture des chaînes d'approvisionnement et les mesures prises par les pouvoirs publics pour y faire face. C'est un compte-rendu de Bouakar Baylaba. Monsieur le Président, vous abordez la dernière année de votre mandat. Dans quelle situation économique et financière avez-vous trouvé le pays lorsque vous arrivez au pouvoir en 2019 ? J'ai trouvé le pays dans une situation difficile et les énormes effets négatifs de la crise Covid survenus 7 mois après notre accession au pouvoir, conjugués aux dramatiques conséquences de la guerre en Ukraine, ont rendu la situation encore plus difficile. À la fin de 2020, le taux de croissance était de moins 0,9%. Devant cette situation, nous nous sommes engagés dans une démarche visant, dans le court et le moyen terme, à remettre l'économie sur le sentier de la croissance, préserver les équilibres budgétaires et monétaires, réduire le niveau d'endettement, renforcer la confiance des partenaires et des investisseurs en notre pays. Grâce à la persistance dans l'effort et à la qualité de la conception et de la mise en œuvre de notre politique économique, nous avons pu renouer avec la croissance, 6,4% en 2022, préserver les équilibres budgétaires et extérieurs, réduire le taux de notre endettement extérieur de 27 points, le ramenant de 70% en 2019 à 43% en 2022, grâce aux importants efforts que nous avons entrepris dans ce sens dès notre accession au pouvoir. Renforcer la confiance des partenaires et des investisseurs, les investissements directs étrangers, IDE, ont triplé sur les 3 dernières années, passant de 500 millions de dollars en 2019 à 1,5 milliard de dollars en 2022. Pour renforcer et inscrire ces résultats dans la durée, nous avons, à notre initiative, engagé un important programme avec le FMI visant à assurer un accompagnement de haut niveau à la mise en œuvre de réformes structurantes. Ces jours-ci, il y a une polémique autour du projet de loi relatif à la lutte contre les violences faites à la femme et à la fille qui a été rejeté 2 fois par le Parlement. Quelle est votre position sur ce sujet ? Fort des valeurs de l'islam qui garantissent aux femmes tous leurs droits dans le respect et la dignité et conscient de la nécessité d'une pleine participation des femmes à la construction du développement du pays, nous avons tout au long des années écoulées veillé à la consolidation de la participation politique de la femme, la mise en œuvre d'un vaste programme d'autonomisation des femmes, la mise en application des textes juridiques protégeant les femmes contre toutes les formes de discrimination. Le draft de projet de loi, objet de votre question, parce qu'il ne s'agit en fait que d'un draft, est très différent du projet de loi sur le genre qui fut rejeté par le Parlement en 2017 et retiré volontairement par notre gouvernement en 2019. En fait, ce draft de projet de loi auquel vous faites référence a pour objectif de réfléchir aux mesures les plus à même de préserver davantage la dignité des femmes et de les protéger contre les violences de toutes sortes. Mais je n'ai pas besoin de vous rappeler que la Constitution stipule que la charia islamique est la source des lois en Mauritanie. En conséquence, je vous rassure, et à travers vous, l'opinion publique nationale
que tout texte de loi qui enfreint, ne serait-ce que de manière infime ou collatérale, les préceptes de notre sainte religion est un texte qui viole la Constitution dont je suis le garant et ne pourrait donc d'aucune manière être approuvé ou introduit par le gouvernement. Récemment, la Mauritanie a fait savoir à British Petroleum, qui exploite le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, de respecter ses engagements. Quelle garantie avez-vous reçue afin que cette protestation ne soit pas juste un cri dans le désert? Tout d'abord, nos relations avec tous nos partenaires sont régies par la transparence et la permanence de la concertation. Nous tenons régulièrement des réunions de travail avec nos partenaires et nous recherchons ensemble les solutions aux défis communs et réitérons toujours la nécessité pour chacune des parties de respecter scrupuleusement ses engagements contractuels. Comme vous le savez, nous sommes partenaires avec BP dans 2 champs gaziers. Il s'agit du champ Grand Tortue Ahmeyim que nous partageons avec notre voisin le Sénégal et du champ de Bir Allah. Pour ce qui est du GTA, les engagements auxquels vous faites allusion se rapportent essentiellement au point suivant. Le respect du calendrier du Force Gaz de la phase 1 du projet, la maîtrise des coûts du projet, la mise en œuvre de là où les prochaines phases devront ramener le plateau à 10 millions de tonnes par an dans l'horizon le plus proche. Par rapport au premier engagement et malgré le retard acquis du fait de la Covid-19, et de la sous-performance de certains sous-traitants, BP s'est engagé à faire le maximum pour accélérer les travaux restants et prévoit un début de production à la fin du premier semestre de 2024. Par rapport au second engagement, l'État, à travers la Société mauritanienne des hydrocarbures, suit l'évolution et la pertinence des coûts et de tout nouvel engagement. Par rapport au troisième engagement, nous œuvrons pour une rapide concrétisation du concept de la phase 2 et coordonnons avec le Sénégal à travers nos sociétés nationales respectives à ce sujet. S'agissant de Bir Allah, nous avons signé avec BP un contrat de partage de production en octobre 2022 qui comporte plusieurs phases agencées avec des jalons de suivi. Le prochain jalon est prévu à la fin du mois courant. Globalement, nous pensons que les objectifs stratégiques des États et des sociétés étrangères sont alignés et consolidés par le dialogue et la concertation permanente. Monsieur le Président, plus de 8500 jeunes Mauritaniens sont arrivés aux États-Unis illégalement en 2023. Les départs continuent malgré les assurances du gouvernement. Comment comptez-vous répondre à cette hémorragie? Les jeunes ont toujours été au cœur de mes priorités. Je suis conscient des situations de vulnérabilité qui marquent une partie de cette population du fait des défis auxquels ils font face, comme le chômage et la migration, qui sont des phénomènes universels. Pour faire face à ces défis, notre jeunesse est appelée à tirer profit du potentiel économique important et diversifié dont dispose notre pays et qui offre de nombreuses opportunités d'emploi dans des secteurs prometteurs tels que l'agriculture, la pêche, les bâtiments et travaux publics, ainsi que les services. Afin que nos jeunes profitent de ce potentiel et des opportunités qu'il offre, ils doivent se libérer de toutes les mentalités et stéréotypes stigmatisant certaines professions et métiers. Je leur lance ici un appel solennel afin de se défaire de ces mentalités qui font obstacle à la bonne mise en œuvre de nos stratégies visant le plein emploi et que nous combattons dans le cadre de notre vision globale de développement intégré de la jeunesse. Cette vision qui est centrée sur la création d'emplois et d'opportunités pour les jeunes, sur la formation technique et professionnelle qualifiante, la promotion de l'entrepreneuriat et le renforcement de l'accès au secteur productif créateur d'emplois et de revenus tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche. Je suis persuadé qu'en facilitant l'accès des jeunes à des financements adaptés et de long et moyen terme et en développant les outils d'accompagnement de l'entrepreneuriat jeune, nous arriverons à inverser la courbe du chômage et à amorcer une nouvelle dynamique de l'implication des jeunes dans le processus de développement économique et social de notre pays. Aussi, capitalisant sur nos acquis dans ces domaines, nous comptons lancer les semaines à venir un vaste programme de promotion de l'emploi des jeunes par la valorisation des opportunités agricoles. Monsieur le Président, la Mauritanie est très riche sur le plan des ressources économiques, mais très appauvrie par des décennies de pillage des deniers publics qui gangrènent l'administration. Malheureusement, les acteurs de ces crimes sont rarement envoyés en prison s'ils ne sont pas tout simplement récompensés par des postes juteux.
La traduction devant la justice de l'ancien président Mohamed Abdelaziz augurerait-elle de la fin de l'impunité? La gabegie, depuis des décennies, endigue par ses effets destructeurs le développement économique et social de notre pays. C'est incontestable et je vous l'accorde. Ce phénomène est d'ailleurs universel. Aucun pays n'y échappe, quelle que soit la force de ses institutions et la richesse de son expérience en matière de bonne gouvernance. Cependant, je rejette entièrement la tacite insinuation de votre question qui laisse sous-entendre un laxisme de notre part dans la lutte contre ce phénomène. En effet, dès les premiers jours de notre mandat, nous avons entrepris de mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre la gabegie et la corruption, institutionnalisée et marquée par la rigueur et le refus systématique de la partialité et du règlement des comptes. Vous ne pouvez pas ne pas avoir constaté l'important regain du dynamisme dans la lutte contre la gabegie et la corruption, que traduit entre autres le rattachement de l'inspection générale d'État à la présidence de la République et son renforcement en termes de moyens et en ressources humaines qualifiées, la mise à jour de la cartographie des risques en matière de gestion, le renforcement des inspections internes, la modernisation du code de passation des marchés et la publication pour la première fois des rapports de la Cour des comptes, et j'en passe. D'autre part, je peux vous assurer que chaque fois que nous avons reçu dans sa version définitive le rapport de contrôle d'une structure, nous avons immédiatement pris les dispositions et mesures qui s'imposaient. Tous les responsables impliqués ont été sanctionnés suivant la gravité des faits qui leur sont reprochés. Parfois, la sanction fut administrative, d'autres fois, les concernés se sont retrouvés devant la justice. Certes, cela se faisant sans tapage ni publicité, mais il se faisait systématiquement et rigoureusement. Je voudrais maintenant, en guise de conclusion à ma réponse, rappeler que le combat contre la gabegie et la corruption doit être le combat de tous. Les imams, les leaders d'opinion, les responsables politiques, la société civile, nous devons ensemble travailler à changer les mentalités pour améliorer le rapport du citoyen à la chose publique. Pour ma part, je vous réaffirme ici ma ferme volonté de lutter contre la gabegie et compte sur votre soutien à tous pour remporter ce combat, car pour nous, il n'y a pas d'autre alternative. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Lamine, s'est réuni ce matin à Nouakchott avec les chefs des conseils régionaux. Au cours de cette réunion consultative qui s'est déroulée en présence des ministres des Finances, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, le ministre a appelé les chefs des conseils régionaux en tant que partie active de l'appareil administratif à contribuer efficacement à la réussite des grands ateliers lancés par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. C'est un compte-rendu de Melika Nagli. Cette réunion consultative du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation avec les chefs des conseils régionaux, première du genre, vise à promouvoir la décentralisation et la promotion des communautés locales. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'importance accordée à la décentralisation, étant donné son rôle important dans la consolidation de la démocratie et la réalisation du développement local, et assurant ainsi la réussite des grands chantiers lancés par le président de la République. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, a appelé les chefs des conseils régionaux, en tant que partie active de l'appareil administratif, à contribuer efficacement à la réussite des grands ateliers lancés par le président de la République, comme l'école républicaine, les programmes agricoles visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre les feux de brousse pour préserver les aires pastorales au travers d'un management de proximité au service du citoyen et du développement. Le ministre de l'Intérieur a assuré les conseils de la disponibilité de son département pour soutenir et accompagner les chefs des conseils régionaux dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées et pour faire face aux différentes problématiques et défis liés à leur travail de terrain et aux exigences du développement local. Il a indiqué que la série de forums consultatifs dont le premier a débuté aujourd'hui à Nouakchott témoigne du réel souci du président de la République quant à la décentralisation, compte tenu de son rôle important dans la consolidation de la démocratie et les réalisations du développement local. Il a ajouté que conformément à cette forte préoccupation, le gouvernement a pris de nombreuses initiatives et mesures visant à promouvoir la décentralisation et la promotion des communautés locales. Parmi ces mesures, il a cité l'adoption de la stratégie nationale de décentralisation et de développement local à l'horizon 2030, portant création du Conseil national de la décentralisation et du développement local, présidé par le président de la République. 2 décrets en préparation, ces 2 décrets étant sur le point d'être publiés, ce qui constitue un bond qualitatif dans le domaine de la décentralisation, a-t-il fait observer.
Le ministre a indiqué qu'en plus de ce qui précède, une augmentation progressive et significative des allocations du Fonds de développement régional a été réalisée. L'État prenant en charge des dépenses spéciales d'environ 6 000 agents d'assainissement locaux. De plus, a-t-il ajouté, des programmes et des systèmes numériques ont été introduits pour contrôler la gestion administrative et la collecte financière des municipalités. Cette réunion consultative est la première d'une série qui permettra aux chefs des conseils régionaux de mieux faire face aux différentes problématiques et défis auxquels ils sont confrontés. La présidente de la région de Nouakchott et présidente de l'Association des régions, Mme Fatima Toumet Abdelmalek, a rappelé que le but de ces rencontres consultatives est d'activer le rôle des communautés locales et de leur implication réelle dans le système institutionnel public en permettant aux régions et aux communes de bien comprendre le rôle qui leur est assigné. Elle a ajouté que l'implantation des régions comme deuxième niveau de décentralisation sur le plan national n'est pas fortuit, mais procède bien d'une véritable prise de conscience des pouvoirs publics de l'importance du rôle de développement des régions et de son impact sur la croissance et la prospérité qu'il génère dans les pays qui ont adopté cette approche. La présidente de l'Association des régions a appelé à davantage de soutien aux régions en accélérant le rythme des transferts de compétences et en relevant le plafond des budgets qui leur sont alloués afin de leur permettre d'accomplir les tâches qui leur sont assignées et de traiter les collectivités locales comme un partenaire stratégique dans le domaine du rapprochement des services aux citoyens et de la contribution à la réalisation des objectifs de développement et de la protection sociale. À cette réunion consultative ont assisté les ministres des Finances, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Pendant 3 jours, les participants suivront des présentations sur divers problèmes liés aux stratégies de décentralisation, leur rôle dans le renforcement de la démocratie et la réalisation du développement local, l'élargissement du cercle de participation populaire et le rapprochement de l'administration des citoyens. Quittons Nouakchott pour Rosso. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould-Dahi, a effectué en compagnie du Wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed El-Mouloud, une visite d'information et de prise de contact dans certains établissements scolaires. Aminata Khan. L'éducation nationale et de la réforme du système éducatif Mokhtar Ould-Dahi s'est rendu aujourd'hui dans la ville de Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, à l'école Houda numéro 2 au niveau du quartier de Satara, où il a pris part à la cérémonie de levée du drapeau national et écouté le chant de l'hymne national entonné par les jeunes apprenants. Ensuite, le ministre a effectué plusieurs visites dans la ville de Rosso où il a écouté attentivement les explications des responsables des établissements d'enseignement. Ensuite, le ministre a indiqué à notre micro qu'il est important que les élèves puissent être imprégnés du programme car même s'il comporte certaines lacunes, le programme républicain est le meilleur des programmes pour les enfants mauritaniens. Il a appelé les parents d'élèves à redoubler d'efforts pour mettre à disposition des uniformes scolaires à tous les élèves avant le 30 novembre, avant d'ajouter que le ministère œuvrera à fournir les livres et les uniformes aux familles démunis, soulignant que les autorités administratives et les élus donneront suite à cette décision le processus éducatif afin d'atteindre les objectifs escomptés. À la fin de la visite, le ministre a tenu une réunion avec le personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, l'objectif étant d'évaluer le système éducatif dans la wilaya du Trarza. En réponse aux interventions des participants à la réunion, le ministre a souligné que tous les problèmes soulevés vont être traités et des solutions appropriées seront trouvées. Retour à Nouakchott, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. El Marab Abdelbouaneri, a supervisé ce matin le lancement officiel des activités de l'Agence mauritanienne de la sécurité sanitaire, dont la mission principale est d'assurer la sécurité et la qualité des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale en Mauritanie. Retour à Aminata Khan. Officiel des activités de l'Agence mauritanienne de sécurité des aliments pour activer le rôle de cette agence en tant qu'acteur du système de santé publique dans le but de garantir la sécurité et la qualité des matières
alimentaires de différents types sur l'ensemble du territoire national, mais aussi pour veiller à leur adéquation aux normes sanitaires en vigueur au niveau international et local. Présent à la rencontre, le directeur général de l'Agence mauritanienne de sécurité sanitaire des aliments, Mahfouz Oulboya, a indiqué que l'agence, créée en 2023 par décret numéro 025-2023 du 26 janvier 2023, est placée sous la tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. La mission principale de l'agence est de garantir, dira-t-il, la sécurité sanitaire des aliments destinés à la consommation humaine et animale dans notre pays. À cet effet, l'agence est chargée d'évaluer les risques liés à la sécurité alimentaire, de fournir des avis scientifiques aux autorités publiques pour contribuer à la réglementation en matière d'aliments. Depuis sa création et vu l'importance de son mandat, poursuit le directeur la direction générale sous la supervision du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Le Marabout Oulbenahi a entamé depuis février un processus visant à doter l'agence des moyens humains et matériels dont elle a besoin pour mener à bien sa mission de protection de la santé publique, de prévention des épidémies liées aux pratiques alimentaires agricoles, de contrôle de la qualité des aliments, de la surveillance rapide et de l'alerte, ainsi que de la coordination avec les acteurs, en plus de la recherche, de l'expertise et de la sensibilisation du public. Après le lancement officiel, la délégation ministérielle a effectué une visite au niveau des pavillons de cette administration qui comprend des laboratoires et des unités où ils ont reçu d'amples explications de la part des responsables sur le rôle du contrôle à travers un système d'information développé et ainsi que les prévisions des maladies et des épidémies. Il est à noter que l'agence compte jouer un rôle essentiel dans la protection de la santé publique en veillant à ce que les aliments que nous consommons soient sûrs, de haute qualité et conformes aux normes de sécurité établies. Nous restons à Nouakchott où l'autorité mauritanienne pour l'assurance de la qualité en éducation a organisé ce jeudi, en coopération avec les agences de qualité de l'éducation au Sénégal et en Guinée, un atelier d'échange d'outils d'évaluation de la recherche scientifique. La rencontre a pour objectif d'échanger l'expertise et l'expérience en matière de recherche scientifique. Bokar Baylaba. Cet atelier vise à échanger les expertises et expériences en matière de recherche scientifique. Et l'assurance qualité vise les stratégies, les procédures, les actions et les attitudes nécessaires pour garantir un maintien et une amélioration de la qualité. Et à l'ouverture des travaux de cet atelier, le conseiller chargé de l'enseignement supérieur, Sidi Mohamed Ould-Dadi, a souligné que l'assurance qualité est un outil important pour faire progresser l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et améliorer leurs résultats en établissant des traditions communes qui contribuent à la cohérence des systèmes de qualité dans les pays de la région. Il a souligné l'intérêt que le président de la République accorde au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à l'amélioration de leur qualité à travers la mise en place de nombreux mécanismes au cours des 4 dernières années. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, Mohamed Lemoun Hales, qui a souligné que garantir la qualité de l'éducation est considéré comme l'un des facteurs les plus importants pour promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et cela nécessite l'harmonisation des systèmes de qualité dans nos pays. Pour le réseau africain francophone des agences nationales d'assurance qualité, des efforts seront déployés afin de tisser un cadre de coopération et de partenariat avec l'autorité mauritanienne pour assurer la qualité de l'enseignement supérieur à travers la formation et la recherche. Je voudrais dire que la présence de 3 pays membres du RAFARAC montre bien que cette rencontre sera un moment fort d'échange d'expériences afin d'identifier les bonnes pratiques en recherche en Afrique. Je vous exprime la disponibilité de l'ANAQ Sénégal, mais aussi du RAFANAC, notre cher réseau, de ne ménager aucun effort pour appuyer l'AMAKES et ses autorités dans la mise en œuvre de la politique d'impulsion de la qualité dans la recherche en Mauritanie. Pour le représentant de la Guinée, la tenue de cette rencontre à Nouakchott constitue une opportunité pour les responsables de l'enseignement supérieur des pays africains d'échanger d'expertise et d'expérience pour établir un réseau de qualité. C'est une activité très prenante et toutes les agences sont sur le qui-vive parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et au niveau des agences et au niveau des établissements,
parce que de plus en plus maintenant l'assurance qualité est devenue la préoccupation de toutes les parties prenantes. Et nous avons l'obligation d'assurer la qualité dans nos établissements parce que l'employabilité de nos diplômés est liée à l'assurance qualité. Donc nous avons du chemin à parcourir et avec notre agence sœur, nous allons mettre à profit cet atelier. En dehors des échanges dans le cadre de la recherche, nous allons essayer d'évaluer notre accord de coopération pour faire le point, pour avancer sur de nouveaux plans d'action. Pour rappel, l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur a pour mission de contribuer à assurer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de promouvoir la culture de l'évaluation et l'assurance qualité afin d'en garantir la qualité et son harmonisation avec les standards internationaux. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, M. Nani Chourouka, de l'intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sid Ahmed Oul Mohamed. Malika Naqli. Ce point de presse animé par des membres du gouvernement fait suite au Conseil des ministres qui a examiné et adopté plusieurs textes, dont le projet de loi relatif à l'intégration du groupement général de la sécurité routière à la police nationale et le projet de décret portant typologie et taille des établissements humains. Concernant le projet de loi relatif à l'intégration du groupement général de la sécurité routière à la police nationale, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a salué le directeur général, les officiers, les sous-officiers et les agents du groupement général de sécurité routière pour les efforts durant les 10 dernières années pour assurer la sécurité routière et contribuer au maintien de l'ordre, à la lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme et l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que la norme est d'avoir une direction de la police nationale en charge de la sécurité routière. Ceci permettra, dit-il, une meilleure coordination, la mutualisation des moyens et l'unification de la chaîne de commandement. Il a par ailleurs assuré que les statuts, avantages et droits des différents agents et officiers seront préservés. De son côté, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté les points saillants du projet de décret relatif à la typologie et taille des établissements humains, les modalités de sédentarisation ainsi que les normes de répartition des infrastructures socio-collectives. Le texte présenté aujourd'hui classe et hiérarchise les établissements humains en prenant en compte divers facteurs. Il veille aussi à ce que la typologie des établissements humains soit conforme au contexte de sédentarisation de la Mauritanie. En outre, le projet de décret définit les modalités de répartition des infrastructures socio-collectives afin de favoriser une meilleure planification. Concernant les personnes qui s'estiment lésées dans le cadre du projet Nouvelle Vie, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a déclaré que les dispositions ont été prises pour étudier tous les dossiers qui seront présentés. Quant au ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, M. Nani Chourouka, il a déclaré que la réintégration de la Mauritanie à l'African Growth and Opportunity Act est le fruit de la volonté et des efforts du président de la République qui a œuvré lors de sa dernière visite aux États-Unis pour obtenir ce résultat. Les entreprises mauritaniennes pourront ainsi accéder au marché américain afin d'écouler certains produits sans contraintes douanières. Quant à l'interview accordée par le président de la République à 5 organes de presse nationaux, le porte-parole du gouvernement a indiqué que cela fait suite à la demande de ces derniers. Interrogé sur une éventuelle candidature du président de la République à un second mandat, le porte-parole indiquait que des organisations et personnalités l'y invitent. Il a estimé que c'est une ambition et une décision qui doit être personnelle. Il constate cependant que c'est une demande populaire qui est dans l'intérêt du pays. Sur la Sabah, où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azour, M. Hamoud El Mohamed, a supervisé dans la Muqata'a de Barkéo l'inauguration des 2 centrales électriques à Le Bher et Shelkhat Latash. Retour à Minataka. Le général de Ta'azour a procédé à l'inauguration de 2 centrales électriques dans les villes de Lebhera et de Leshket Latash au niveau de la wilaya de la Sabah. Au cours de la visite, le délégué de Ta'azour a pu évaluer l'avancement des travaux de construction de certaines infrastructures de base dans les villages et regroupements
dans cette zone du pays. Ensuite, Hamoud Ould Mohamed a déclaré que l'objectif de Taazour est d'inaugurer et de lancer des projets dans le cadre des programmes mis en œuvre par la délégation au profit des habitants de la wilaya. Il a indiqué que l'État ne ménagera aucun effort pour éradiquer la pauvreté et faire face à la marginalisation. Les élus de la localité ont apprécié à leur juste valeur l'inauguration de ces projets vitaux pour les habitants et qui auront sans nul doute un impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations de cette zone du pays. Nous fermons ce journal avec deux activités du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ould Ahmed Salem Ould Sidi, qui a supervisé ce matin le lancement des activités d'un projet de protection des migrants en Mauritanie, connu sous le nom de projet Promis, et a signé avec l'ambassadeur de France accrédité auprès de notre pays, son Excellence M. Alexandra Garcia, un protocole d'accord pour soutenir et structurer la société civile en Mauritanie. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. C'est un projet de protection des migrants en Mauritanie connu sous le nom de projet Promis qui vise à renforcer les capacités de notre pays dans le domaine de la protection des droits des migrants et à améliorer la coopération régionale entre les pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord pour développer une stratégie basée sur les droits humains et sensible au genre dans les questions de trafic illicite de migrants et de traite des êtres humains. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ould Ahmed Salem Ould Sidi, de faire observer que ce projet s'inscrit dans l'approche fondée sur les droits de l'homme adoptée par le gouvernement mauritanien dans l'élaboration des politiques et programmes publics où la protection et la promotion des droits de l'homme est au centre de son intérêt et des fondements de son action. Il a ajouté que ce programme, qui contribuera au renforcement des efforts du gouvernement dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, vient renforcer l'adoption, le 20 mars 2020, d'un plan d'action national pour lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. De même qu'il soutient les réalisations accomplies au cours des 4 dernières années, renforçant le cadre juridique et institutionnel régissant la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, en plus de la prise d'un certain nombre de mesures importantes qui ont contribué efficacement à la protection et à la promotion des droits de l'homme en Mauritanie. Pour sa part, la représentante résidente du système des Nations Unies en Mauritanie a indiqué: sur le plan national, je félicite la Mauritanie de s'être équipée également d'une bataille d'outils, d'une boîte d'outils législative avec la loi relative contre le trafic illicite des migrants et la loi sur la prévention de la répression de la traite des personnes, prévoyant des mesures d'accompagnement et d'assistance pour les victimes. Des actions concrètes ont également été entreprises, notamment avec l'appui de mes collègues des Nations Unies. Et je félicite la Mauritanie pour la création de l'Agence nationale de lutte contre le trafic illicite de migrants et de la traite des personnes et le comité interministériel chargé de suivi du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. De son côté, le consul honoraire du Royaume des Pays-Bas en Mauritanie a fait remarquer: j'aimerais profiter de cette occasion afin de louer les efforts considérables consentis par le gouvernement mauritanien afin de lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Dans la même veine, je tiens à saluer les progrès réalisés en matière de garantie des droits humains des migrants. À ce propos, il convient en particulier de se réjouir de l'adoption de ces 2 lois de 2020 relatives à ce sujet, tout comme il sied de se féliciter de la mise sur pied de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, ici représentée. Preuve de l'engagement et de la détermination des autorités mauritaniennes, ces avancées notables constitueront sans aucun doute les meilleurs alliés du projet Promis. Par ailleurs, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ould Ahmed Salem Ould Sidi, a signé ce matin à Nouakchott avec l'ambassadeur de France à Nouakchott, son Excellence Alexandre Garcia, un protocole d'accord pour soutenir et structurer la société civile en Mauritanie. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a, à cette occasion, déclaré: aujourd'hui, nous officialisons notre collaboration par la signature
de ce protocole d'accord entre le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et l'ambassade de France. Cet accord représente un pas en avant majeur dans notre quête commune pour une plus grande implication de la société civile dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques de développement économique et social du pays. Ce mémorandum vient confirmer une coopération déjà accrue par plusieurs années d'étroite collaboration. L'ambassade de France a toujours été un partenaire important du Commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, participant pleinement à la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des organisations de la société civile et OCB de développement, élaborée par notre département. De son côté, l'ambassadeur de France a souligné que son pays s'est engagé depuis des années à soutenir et à accompagner la société civile. Aujourd'hui, c'est le programme concerté pluriacteur, le PCPA, comme on dit, graines de citoyenneté, porté par le GRDR Migration, Citoyenneté, Développement et financé par l'Agence française de développement, qui constitue le principal outil de coopération de la France au service de la société civile. Ce programme ambitieux vise à rassembler les OSC et leurs partenaires, en Mauritanie comme en France, à renforcer le dialogue entre eux et, in fine, à renforcer les partenariats entre les sociétés civiles de nos deux pays. Il importe de noter que le protocole d'accord vise une plus grande implication des organisations de la société civile dans le cadre d'une vision de suivi et d'évaluation des politiques publiques de développement économique et social du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République réitère dans une interview avec la presse nationale son parti pris en faveur des couches les plus vulnérables et son souci de mettre en œuvre un modèle de développement à caractère social. Nouakchott abrite une réunion consultative sur la décentralisation et son rôle dans le renforcement de la démocratie et la réalisation du développement local. Lancement officiel des activités de l'Agence mauritanienne de la sécurité sanitaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.